Lundi de Pentecôte, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce grand rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 21 mai 2018. Premier numéro de la semaine. On parle aujourd'hui de la contribution des fêtes identitaires au développement. L'expert Aimé Tchefa sera avec nous d'un moment à l'autre. Il est docteur en socio-anthropologie. Muriel Alapini sera aussi de la partie pour un moment de questions de gouvernance Internet. Il s'agira avec elle des services numériques. Quel lien et surtout quelle crédibilité avec le code. Nous sommes à la veille de la journée internationale de la biodiversité. Quel bilan dressé après 25 ans de la Convention sur la diversité biologique? Joséa Baudrenou de l'ONG Nature Tropicale nous en donnera des éléments de réponse. Le grand rendez-vous, chers amis téléspectateurs, et ça, vous le savez, c'est les informations sur le net, de même que le journal dont voici le menu. Estelle Pazou, bonsoir. Bonsoir à vous, Karamat Agbatao. Alors, est-ce qu'on peut avoir le menu du 1945 de ce lundi 21 mai? Alors, les chrétiens ont vécu hier la promesse du Christ. C'était la Pentecôte. Elle marque la descente du Saint-Esprit et revêt bien d'autres significations au Bénin. Dans l'attente de la Pentecôte, ils étaient des milliers au sein de la cité du cœur immaculé de Marie. Ils ont prié et adoré le Christ pour vivre pleinement la venue de l'Esprit Saint. Et puis, en Tunisie, il faut s'armer d'une bourse conséquente pour se procurer les denrées agroalimentaires, une des conséquences du mois de Ramadan. Voilà les grandes articulations du journal de ce soir. Estelle Pazou, merci pour ce menu à nous présenter. On vous retrouve dans moins de 45 minutes pour les détails de ce sommaire. Merci à vous et à tout à l'heure. À vous, chers amis téléspectateurs, on vient de démarrer l'émission de ce soir. Si vous venez à l'instant de nous rejoindre, installez-vous. Alors, la valeur de la biodiversité biologique a été mondialement reconnue et pourtant certaines activités humaines constitue un frein à certaines espèces. La CDB, à savoir la Convention sur la diversité biologique, a été ratifiée par 196 États partis, mais 25 ans après, où en sommes-nous? On en parle dans un instant, mais avant, je vous prie de regarder cet élément sur donc, la diversité culturelle. La biodiversité culturelle est un concept transversal permettant, dans une seule et même approche, d'appréhender la complexité des liens qui unissent nature et culture. Une race animale, une variété végétale, un paysage,
un écosystème microbien correspondent à une accumulation d'ajustements qui témoignent de la capacité inventive des sociétés et de l'extrême malléabilité du vivant. Ceci varie selon la nature des productions, elles-mêmes dépendantes des conditions environnementales et sociales. Cette combinaison de facteurs sous-tend et organise des niveaux de complexité biologique distincts. La biodiversité se caractérise par l'ensemble des êtres vivants, de leur patrimoine génétique et des complexes écologiques où ils évoluent. Cette définition privilégie le sauvage. Lorsqu'elle concerne les plantes cultivées et les animaux de l'élevage, la biodiversité domestique ne saurait exister sans les pratiques et les savoir-faire développés par les sociétés qui la créent, la maintiennent ou la réduisent. Cette constante proximité conduit à l'usage croissant de biodiversité culturelle, un vocable bien approprié pour qualifier et caractériser la diversité des êtres vivants et des sociétés. Aujourd'hui, les spécialistes nous invitent à considérer la biodiversité culturelle comme un élément intrinsèque du développement durable. Cette reconnaissance nécessitera pour les sociétés occidentales une ouverture aux autres visions du monde. C'est dans les années 90 que les liens entre biodiversité naturelle et culturelle ont été mis à jour. Ces liens forts révèlent une corrélation étroite entre la diversité de formes du vivant et la richesse des adaptations de l'homme à cet environnement naturel. Voilà, merci beaucoup à nos amis qui étaient sur le terrain et qui ont pu nous concocter donc cet élément qui nous installe dans nature et bien-être de ce lundi. Josia Boudrenou, bonsoir. Bonsoir. Alors tout de suite, j'ai envie de vous demander c'est quoi la différence entre la biodiversité biologique et la biodiversité culturelle, rapidement. Oui, bon, tout simplement, il faut comprendre, la biodiversité d'abord, c'est tout ce qui est vivant et les écosystèmes qui les entourent. Tout ce qui est, que ce soit des espèces inférieures jusqu'à l'homme, c'est tout ça là qu'on met dans la biodiversité. Mais quand on ajoute la culture, c'est montrer que c'est l'homme qui exploite ses ressources et a des pratiques endogènes, je dirais, et qui sont liées à l'exploitation de ces ressources. Et tout ce que nous faisons au niveau de notre culture, on a besoin de cette biodiversité. Ça veut dire que la culture participe à préserver, à exploiter et surtout durablement ces ressources. Et c'est pour faire le lien. Merci beaucoup en tout cas de votre présence sur ce plateau. Vous avez été appelée par Amandine Nyambosso. Amandine, bonsoir. Bonne fête de Pentecôte, ça se poursuit, j'espère. Bonsoir à vous, Karama Tabatao, et bonne fête à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, les échanges avec M. Boudrenou ont déjà démarré. Oui. Alors, je vous le laisse. Oui, bon, il a déjà donné la définition de la biodiversité. Est-ce qu'il y a des menaces qui pèsent sur cette biodiversité? Bon, vous savez, hein, l'homme ne peut pas vivre sans les ressources naturelles et biologiques. Quand nous parlons de la biodiversité, c'est que c'est la diversité de la vie sur Terre et dans ces ressources participent à la vie aussi bien de tout ce qui nous entoure, mais surtout de l'homme. C'est l'homme qui est au-dessus de tout. Et maintenant, vous demandez s'il y a des menaces. Je crois qu'on ne peut plus démontrer aujourd'hui que des menaces existent sur les ressources. L'homme, d'abord, qui doit être l'exploitant, le premier de ces ressources, c'est l'homme qui constitue la plus grande menace. C'est que c'est l'homme qui exploite tout. La Convention sur la diversité biologique a tenté de régler en laissant la place à l'homme qui utilise déjà les ressources, mais a simplement rappelé à l'homme qu'il faut conserver. Parce que, au fil du temps, à voir la population augmentant, si on ne conserve pas, si on n'a pas de politiques qui participent à préserver les ressources et on garde seulement l'utilisation, on risque de tout perdre. Et là, il est demandé à l'homme d'utiliser, mais d'utiliser durablement. Ça veut dire que d'utiliser en pensant à demain. Nous utilisons les ressources aujourd'hui, mais nous pensons que demain, ça doit être là pour des générations futures. Et selon vous, comment on peut préserver cette ressource? Oui, c'est que l'homme, c'est d'abord une question de conscience.
une question de conscience parce que, vous voyez, si on prend les temps anciens, et on disait il y a la diversité biologique, c'est-à-dire les ressources sont plus proches de nous. Et l'homme exploite. Et nous sommes simplement des dieux donnés. C'est Dieu qui a donné, nous exploitons. La forêt est là, les arbres, les animaux. Mais il y a aussi une partie que l'homme crée, hein, je pense. Bien. Voilà, c'est que, vous voyez, je disais que dans l'ancien temps, c'est qu'il y en avait assez, il y avait moins d'hommes, il y avait moins de population pour exploiter les ressources. Maintenant, l'homme, la population augmentant, c'est que l'homme devrait penser à l'utilisation durable de ces ressources et l'homme va pas créer simplement, l'homme doit multiplier ce qui existe. Mais malheureusement, c'est que au fil de Comment utiliser durablement les ressources? Utiliser durablement, c'est que il faut commencer par d'abord voir comment nous consommons. Vous savez, ce qui menace le plus, ce n'est pas le fait que le petit paysan ou le petit villageois va tuer un petit animal et le besoin de sa famille. C'est que l'animal a pris de la valeur, l'arbre a pris de la valeur, parce qu'il y a plus de consommateurs et qui ont plus de moyens, l'homme tue et envoie. Ça veut dire que c'est le commerce. Et dans ce cadre, c'est qu'en faisant ce commerce, vous pensez régler vos problèmes, mais vous créez plus de problèmes, parce que c'est-à-dire, si on ne prend pas des cas précis, ce serait difficile aux téléspectateurs de comprendre de quoi on parle. Oui. Nous prenons par exemple le cas des écosystèmes forestiers, où les arbres sont là, on les coupe, on les utilise au quotidien. D'abord, la première énergie dont on a besoin, c'est de cuire de l'aliment et manger. Et là, si c'est uniquement ça, et il n'y avait pas le commerce du bois, aussi bien localement qu'à l'étranger, on ne va pas constater la destruction rapide des forêts. Oui. Mais maintenant, comme on exploite, vous savez, celui qui veut vendre, tant que l'acheteur, là, il a les moyens, s'il a la matière première, il va continuer à vendre. Mais si la matière première finit, il va faire comment? C'est pour ça qu'on demande aux gens de planter un arbre à chaque fois qu'on en coupe. Malheureusement, ce discours ne tient pas. Parce que planter un arbre chaque fois qu'on en tue, c'est que l'arbre que tu as tué peut-être est plus âgé que toi, plus de 50 ans, de 80 ans. Mais si tu plantes un... C'est pour les générations futures. C'est pour les générations futures. Oui. Mais est-ce que nous avons travaillé dans ce sens? Quand nous prenons ce cas précis, est-ce qu'on a travaillé pour qu'il y ait des arbres pour longtemps? On n'a pas travaillé pour. Prenons les plans d'eau. Vous savez, il y a des plans d'eau. Dans les plans d'eau, ce qu'on recherche le plus, le poisson. L'homme, ce n'est pas parce que la population a augmenté. C'est qu'il n'y en a plus tellement. Les gens améliorent maintenant les techniques de pêche, où on utilise des moustiquaires pratiquement pour raser tout, pour ramasser tout. Mais à ce rythme, l'homme constate. Ce n'est pas une question de génération. L'homme constate qu'il n'y en a plus. Mais la question tout à l'heure, comment faire pour qu'il y en ait plus? Ce n'est pas seulement dire on ne pêche plus, mais l'homme est obligé aujourd'hui d'élever avant d'en trouver. L'homme sera obligé d'attendre que les arbres qu'il a plantés puissent donner du madrier avant qu'il ne vende. Oui. Parce qu'il n'y a pas autre solution que de produire soi-même. Mais n'allons pas dans le sens de ce que les gens proposent aujourd'hui. C'est-à-dire l'homme devient propriétaire du vivant. L'homme crée sa ressource et il est propriétaire. Et ça, c'est encore un autre danger, c'est une autre grave menace sur l'environnement. Parce que Dieu a créé ses ressources, a mis à la disposition de l'homme. Maintenant, l'homme a la possibilité, à partir des technologies, de créer de nouvelles. Mais Dieu n'avait pas mis des limites. Dieu n'a pas dit, c'est des terminators. Je vous donne un grain de maïs qui va donner des milliers de grains. Mais ce que vous avez eu comme ressources, vous pouvez encore les ressemer et avoir plus de résultats. Mais l'homme aujourd'hui, en créant son propre maïs, il met dedans des gènes qui ne permettent pas à ce que vous avez pu se reproduire. C'est-à-dire, même si vous semez, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Voilà. Vous voyez comment l'homme réfléchit? C'est une grave menace. Et rien ne prouve que si ces ressources, c'est-à-dire les organismes génétiquement modifiés par exemple, si ces ressources commencent pas à envahir nos territoires, rien ne montre que cela n'aura pas d'impact négatif sur ce qui existe. Voilà. On parle des plantes envahissantes, on prend des animaux envahissants, c'est l'homme qui a déplacé l'animal de son écosystème original et l'amène dans un écosystème. Nous avons des cas dans notre pays. Tout ça là, c'est dans la biodiversité. Quand vous parlez par exemple de la jacinthe d'eau, ce n'est pas béninois, ce n'est pas africain, mais on l'a ramené parce que c'est une plante jolie.
Mais quand c'est venu chez nous, c'est devenu quoi? Un problème. Vous voyez, ça c'est l'homme qui est Monsieur là. Baudrenou, ça veut dire que, Amandine Anyambossou, ça veut dire que l'heure aujourd'hui est grave, l'alerte est Très rouge. grave. Il faut donc passer à un changement de comportement. Et justement, quand vous parlez de ce que les hommes aujourd'hui n'ont pas travaillé à avoir des arbres pour longtemps, je suis tentée de vous demander, monsieur Baudrenou, déjà parlant d'arbres qui constituent aussi un des éléments de la biodiversité, quels sont ces arbres-là à prioriser pour les générations futures, en pensant déjà aux générations actuelles? Oui, c'est que aujourd'hui, les besoins, même s'ils ne sont pas totalement connus, les besoins, chacun sait de quoi il a besoin et comment sur quel temps on a besoin. Mais quand on prend exactement le cas des arbres, c'est que notre environnement est totalement dépeuplé et nous avons détruit tout. Et je crois que le premier facteur qu'il faut toucher, c'est la conscience. Est-ce que nous avons pris conscience qu'il y a un danger qui nous guette? Si nous avons pris conscience, vous savez, ceux qui ont fait le commerce des arbres, s'ils continuaient, et même sans réglementation, ils vont arrêter parce qu'il n'y en aura plus. Et maintenant, c'est que si nous prenons conscience, vous voyez, ça fait plus de 32 ans, 35 ans qu'on sensibilise pour la plantation des arbres. Et justement, cette sensibilisation, on parle de la Convention. De la Convention, parce que demain, c'est la journée internationale de la diversité biologique. Bien ça sûr. cadre également avec les 25 ans de la Convention sur la diversité biologique. Quel bilan on peut faire 25 ans? Oui, le bilan est fait. Au niveau international, on voit que la biodiversité est gravement menacée. C'est dit que le premier facteur, le premier point au niveau de cette convention, c'est son objectif, qui dit conserver. Ça veut dire que pendant 25 ans, on dit aux gens conserver. Oui. L'homme a fait quoi? Est-ce qu'on a conservé? On a continué à utiliser. Le deuxième, qui était, l'homme utilisait déjà, on dit utiliser durablement. Est-ce que vous constatez que l'homme utilise durablement? Les terres se perdent tous les jours, la biodiversité se perd tous les jours. Mais troisièmement, on dit partager équitablement les bénéfices issus de l'exploitation des ressources. Est-ce que c'est fait? Mais à vous on vous pose la question, Non, on pose la question aux téléspectateurs. Est-ce que vous pensez que la façon dont vous utilisez la biodiversité, le bénéfice que ça génère, vous partagez avec les autres? Nous avons des cas énormes. Nous sommes partis dans un village où il y a, après un grand vent, tous les toits sont partis. Et on a posé la question, les populations nous disent, voilà ce qui nous est arrivé. Mais on leur a posé la question, c'est dû à quoi? Il dit, nous pauvres, nous aidons les gens seulement à scier les bois. Mais ceux qui ont vendu les bois ont construit des maisons en rez-de-chaussée, alors que nous sommes dans des paillotes et tout est parti. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience que c'est eux-mêmes qui ont contribué à ça. Et il ne servirait à rien d'appeler le président de la République quand nous avons de ces catastrophes. C'est dû à l'effet de l'homme. C'est l'homme qui a détruit et c'est l'homme qui devrait être la solution. Et c'est pour cela qu'il faut attirer cette attention pour que les gens prennent conscience, pour dire ce que dit la Convention 25 ans après. Il faut faire un bilan. Mais la journée a été normalement initiée pour sensibiliser, pour conscientiser. Est-ce qu'on va toujours continuer à sensibiliser si vous parlez à des gens qui ont choisi de ne jamais prendre conscience? Aujourd'hui, il faut passer à une étape supérieure qui consiste à obliger les gens à faire ce qu'ils doivent faire pour que la nature reste mieux. C'est quoi? C'est que nous avons de ces conventions qui donnent des directives, mais nous avons aussi des tests au niveau local, nous avons des lois, nous avons des réglementations. Au niveau coutumier, par exemple, il n'est pas rare de constater que les gens vont détruire les forêts sacrées. Est-ce qu'il n'y avait pas des règles au niveau traditionnel qui réglementent ça? C'est qu'il faut travailler à ce que ces règles soient appliquées. Mais au niveau des tests dans notre pays, c'est que pour chaque cas, en ce qui concerne la biodiversité, il y a des stratégies élaborées, il y a des directives qui sont données. Il suffit simplement de les appliquer et je crois qu'on aura mieux que ce que nous avons maintenant. Les gens doivent comprendre que sans la biodiversité, il n'y a pas de place pour nous sur Terre. Merci beaucoup à vous, M. Baudrenou. Merci, madame. Merci, Amandine Anyambossou, pour ce passage. Sans doute que vous reviendrez sur ce même thème. Cette fois-ci, un autre volet, n'est-ce pas, le vendredi, pour approfondir encore plus les échanges. Merci encore à vous, M. Baudrenou, pour ce rendez-vous honoré sur le plateau du grand rendez-vous, la Convention sur la diversité biologique. 25 ans après, vous avez eu les éléments
éléments de réponse avec notre spécialiste de l'environnement, l'homme de nature tropicale sur l'émission aujourd'hui. Alors, il faut donc tout simplement passer à l'action. C'est vrai, les textes existent. Il faut juste agir et ça dépend de vous, ça dépend de nous également. Fini donc nature et bien-être de ce lundi. Nous passons à la deuxième rubrique, à savoir Autant savoir. Autant savoir encore le code du numérique. Aujourd'hui, on parle service numérique. Quelle crédibilité avec le code récemment mis en application. En tout cas, on en parle avec une spécialiste des questions de gouvernance Internet. Elle s'appelle Madame Alapéné Muriel. Mais avant de l'installer autour de cette table, je vais vous inviter à regarder cet élément de Rodrigue qui nous rappelle un peu le code du numérique. C'est une avancée décisive qui permettra au Bénin de mettre en œuvre son ambition de devenir leader digital du continent. Promulguée le 20 avril 2018, la loi numéro 2017-20 portant code du numérique au Bénin est composée de 647 articles divisés en 7 livres. Des définitions nécessaires à la compréhension du texte aux dispositions transitoires et finales. Elle prend en compte les prestataires de services de confiance, le commerce électronique, la protection des données à caractère personnel, sans oublier la cybercriminalité, la cybersécurité, les contenus abusifs et les infractions de presse en ligne. Désormais, les lus pour vous devront faire attention puisque, à l'article 550 de la dite loi, quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux est puni d'une amende de 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. Comme autre innovation essentielle, le Code sécurise juridiquement la conclusion de contrats en ligne, réglemente le droit pénal applicable en matière de crimes et délits commis en ligne et clarifie la responsabilité de l'ensemble des acteurs de Internet. Il donne le niveau de sécurité juridique aux partenaires publics et privés, start-up béninoises, autant qu'investisseurs internationaux. Le Bénin est l'un des premiers États africains à procéder à la mise en place d'un tel code. C'est à l'application que l'on verra s'il répond effectivement aux attentes. Merci Rodrigue Babagbeto. Vraiment, c'est dans l'application, dans les faits, même qu'on aura le temps de juger donc l'effectivité de ce code du numérique. Et pour en parler, Muriel Alapéné, comme je le disais tantôt, bonsoir à vous, madame. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le plateau de BB24. Ça s'appelle Le Grand Rendez-vous. Merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes spécialiste des questions de gouvernance Internet. Agnata Bello, bonsoir. Bonsoir Karamata Guatao, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et bonne fête de la Pentecôte. Alors, quelle crédibilité avec le code du numérique? Le Bénin, tout récemment, a rejoint donc ces pays-là qui a voté, en tout cas, le code du numérique. Reste à voir dans l'application ce que ça va donner et quelle est la crédibilité avec le code quand on parle de services numériques. Justement, à cette question, nous avons Muriel Alapéné, spécialiste des questions de gouvernance Internet, pour répondre. Quelle crédibilité plutôt offre le code du numérique aux différents services du numérique offerts par le Bénin? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que dorénavant, les services du numérique sont beaucoup plus crédibles? Beaucoup plus crédibles, les services du numérique, non. Mais la législation les obligera à l'être. Parce que quand vous êtes dans un secteur et qu'il n'y a pas de législation, tout est possible, tout est faisable. Mais avec le nouveau code numérique, chacun sait quel rôle il doit jouer, chacun sait les dispositions qui existent et qui sont mises en œuvre par la loi par rapport aux infractions, ce qu'il y a à faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est plutôt tout le système numérique béninois qui maintenant devient crédible, pas les services. Mais l'environnement, voilà, l'environnement devient plus sécurisé parce que quelque part où il n'y a pas de droit, quelque part où il n'y a pas de loi, oui, c'est l'anarchie. D'accord. Voilà. Alors, ça rejoint ma deuxième question, un peu beaucoup. Le numérique au Bénin, c'était une zone de non-droit, on pouvait tout se permettre. Alors, pour vous, qu'est-ce qui change véritablement avec le nouveau code, à part le système qui est sécurisé? Déjà, les utilisateurs vont prendre conscience de leurs responsabilités. Parce que quand vous lisez le code, les infractions qu'un utilisateur lambda peut faire ou sous lesquelles il peut tomber, voilà, par rapport à la loi, sont énumérées. C'est pour ça qu'il est important de lire le code.
important. C'est quand même plus de 200 pages. Hein. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, pour l'avoir lu, un utilisateur lambda aujourd'hui n'a intérêt en griffe qu'à maîtriser les livres 5 et 6 du Code du numérique. Non, mais le 3, bon, ça c'est pour les utilisateurs oui, lambda. Oui, c'est pour nous en tant qu'utilisateurs lambda, Facebook, WhatsApp, où on a des posts à faire, des statuts à faire. Pour nous, c'est le livre 5 et le livre 6. Le livre 5 parle de la protection des données personnelles et le livre 6 de la cybersécurité, cybercriminalité, exactement. Mais le livre 3 aussi est très important. Le livre 3, oui. Le livre 4 parle de l'e-commerce. Pour du commerce électronique. Du commerce électronique, de la publicité en ligne, etc. Tout le code est important. Mais c'est, comme vous l'avez dit, c'est 248 pages et nous ne sommes pas trop friands de lecture. Donc le mieux, c'est que nous maîtrisions au moins dans la pratique ce qui nous concerne pour être sûr que nous ne faisons pas, par exemple, en mettant en statut quelqu'un qui n'a pas peut-être envie d'être vu dans cette vidéo, nous ne tombions pas sous le coup de la loi. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez une conversation privée et que vous mettez ça sur la place publique, vous faites sortir la communication du cadre privé, vous la rendez donnée à caractère personnel. Parce qu'on peut reconnaître par la voix quelqu'un, par l'image. Même par le style. La personne, exactement. Il y a beaucoup de détails aujourd'hui qui peuvent permettre d'identifier quelqu'un. Donc, ça nous permet, en tant qu'utilisateur, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça permet aussi aux techniciens, je dirais, du domaine, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès Internet, par exemple, ce qu'ils peuvent faire. Les responsables des services d'information, par exemple, au niveau des entreprises, ce qui peut être fait. Donc, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le Code du numérique est venu pour sécuriser l'environnement numérique au Bénin. Vous faites bien de parler de protection des données personnelles parce que nous avons la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui devient aujourd'hui une autorité toujours pour pouvoir davantage protéger ces données personnelles. Exactement. Alors, on pourrait dire que cette protection, cette meilleure protection des données personnelles pourra inciter davantage d'engouement autour des questions du numérique. Oui, déjà, le fait que la CNIL devienne une agence avec des prérogatives bien précises les oblige surtout à sensibiliser les utilisateurs parce qu'ils sont là pour nous protéger, nous, en tant qu'utilisateurs. Alors, si nous ne savons pas qu'ils sont là, si nous ne savons pas pourquoi ils sont là, si nous ne savons pas ce qu'ils font, nous-mêmes en tant qu'utilisateurs, on ne pourra pas leur demander le service. Exactement. Nous ne pourrons pas aller vers eux si nous avons des problèmes à régler par rapport à nos données personnelles. C'est bien que le Code mette en place cette agence-là parce qu'aujourd'hui, la donnée est comment on dirait, est le nouveau pétrole. Aujourd'hui, la donnée rapporte... Elle a une valeur marchande. Exactement. Aujourd'hui, la donnée personnelle rapporte énormément d'argent et il est important que les autorités et les utilisateurs, chacun de son côté, sachent en fait ce qui lui revient comme droit et comme devoir. Alors, vous faites bien de parler de valeur marchande, mais ce n'est pas qu'une valeur marchande. Parfois, c'est aussi des problèmes de géostratégie, des problèmes de géopolitique. Aujourd'hui, la donnée personnelle peut faire brûler tout un pays. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de tous ces attributs-là qui ont été donnés à la nouvelle agence? Alors, moi, en tant qu'utilisateur, mon principal souci, c'est déjà d'abord de savoir que cette agence-là existe. C'est de savoir ce qu'elle fait, qu'il y ait de la lisibilité, qu'il y ait de la transparence dans leur travail, pour que quand j'aurai mon problème, je puisse aller les voir. Jusqu'à preuve du contraire, si je ne sais pas, si par exemple vous êtes dans un quartier, vous ne savez pas qu'il y a un commissariat à 2 rues de chez vous, si vous avez un problème, vous irez au commissariat central. Oui, parce que c'est là que vous avez la référence, que vous serez en sécurité ou qu'il y aura une oreille adaptée qui va écouter attentif pour vous écouter. Exactement. Donc, qu'il y ait des prérogatives, que tout ça soit mis en place, c'est bien. Maintenant qu'ils nous en parlent. Et qu'on sache véritablement à quoi s'attendre. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir la CNIL dans ce rôle. Elle le fait dans certaines écoles. Nous avons même eu à visionner sur ce plateau un certain nombre de tournées qui avaient été initiées par la CNIL. On en attend davantage d'eux. Revenons maintenant au e-commerce. On parle e-commerce, e-marketing. De nombreux services se développent
au Bénin. Alors, peut-on dire qu'avec le Code du numérique, l'économie numérique béninoise se portera mieux? Le Code du numérique, l'économie numérique sera, avec le Code du numérique, légiférée. D'accord. Ça, on est d'accord. Ça, c'est clair. Maintenant, pour qu'elle se porte mieux, ça dépend de tous les acteurs. Ça ne dépend pas du code. Ça dépend des acteurs. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, non, du respect. Du respect. Du respect des dispositions du code, d'abord. Ensuite, ça dépend des créateurs d'entreprises, ça dépend des conditions mises en place par l'État pour accompagner ces créateurs. Parce qu'une économie a besoin de beaucoup de facteurs pour se développer. La législation vient d'exister, c'est bien. Maintenant, il y a d'autres facteurs. Alléger, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, alléger, par exemple, les impôts pour les créateurs d'entreprises dans le numérique. Les startups. Les startups, par exemple, leur donner accès, par exemple, à des crédits qui leur permettent de vivre. Parce que une startup n'est pas, dans son concept, fait pour durer. C'est une phase transitoire pour devenir une entreprise véritable. Oui. Voilà, une entreprise dans le numérique. Donc, pour que l'économie numérique au Bénin puisse se développer, la législation, c'est bien. Maintenant qu'on essaye d'apporter des solutions par rapport aux autres facteurs. Oui, mais il faut quand même dire qu'on peut quand même se satisfaire du fait que de plus en plus d'investisseurs étrangers vont vouloir investir ici au niveau du numérique parce qu'ils auront la garantie qu'ils seront écoutés et que véritablement le cadre s'y prête. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. La législation sécure le pays. La législation sécure. Et attire, c'est aussi un attrait. Exactement, évidemment, évidemment. Quelque part où il n'y a pas de droit, des investisseurs conscients, des investisseurs qui ont une certaine réputation à tenir ne viendraient pas. Donc déjà, qu'un code du numérique, une loi, pardon, parce que ça a quitté le stade de code, c'est une loi oui. Qui a preuve et force aujourd'hui, soit votée, soit promulguée, va déjà rassurer les investisseurs qui veulent venir. Ça veut dire que s'ils se retrouvent dans des situations, par exemple pénales, par rapport à des faits sur le terrain, il y aura des recours en justice. Et des représailles pour les personnes. Exactement, le droit pourra être dit et les sanctions seront données. C'est très bien pour nous. Maintenant, comme je le dis, ce n'est pas juste la législation qui va faire lever l'économie. Les autres facteurs n'ont qu'à être pris en compte également. Et quels sont ces facteurs-là? Oui, rapidement. La formation, le financement, l'aide par rapport à certaines... La connexion Internet, la qualité de la connexion Internet, oui. Parce qu'un développeur qui va avoir besoin de la connexion pour tester, par exemple, une application qu'il a pris des mois à développer, qu'il veut maintenant tester pour en voir l'efficacité. Si la connexion va lui faire remettre en doute tout le travail qu'il a effectué, ce n'est pas productif. Pas du tout alors. Ce n'est pas productif. Donc, par exemple, améliorer la qualité de la connexion Internet, permettre l'accès à des crédits, parce qu'une start-up, à la base, n'a pas d'argent. Elle a besoin d'être accompagnée. Elle a besoin d'être accompagnée, surtout financièrement. Surtout financièrement. Et en Afrique francophone, nous n'investissons pas dans ce que nous ne connaissons pas. Vous ne pouvez pas aller jusqu'à ce qui est preuve du contraire vers un investisseur aujourd'hui francophone ou un homme d'affaires. Vous pouvez le lui présenter sous toutes les formes. Mais n'ayant pas la culture de l'inconnu, nous n'aimons pas trop le facteur risque. Exactement. Ils n'investiront pas dans cela. Alors, il faut, si le privé n'investit pas, les banques pourraient faire un effort. Mais les taux aujourd'hui de crédit au niveau de nos banques, nous les connaissons. Elles ne sont pas favorables pour un jeune entrepreneur qui a des charges. Encore qu'il faudrait avoir des garanties, voilà. Peut-être un terrain ou une maison. C'est ce que je mets dans faciliter l'accès à certains crédits. Nous, jeunes qui sommes responsables de start-up, moi je ne suis pas responsable de start-up, mais je parle des jeunes de ma génération, c'est nous. Nous n'avons peut-être pas 5 terrains à mettre en garantie. C'est sûr, hein? Voilà. Peut-être même un difficilement. Exactement, mais nous avons quand même une idée qui va répondre à un besoin communautaire, qui va apporter une solution innovante. Ce serait bien que quand nous venons vers les potentiels fournisseurs
qu'on nous fasse confiance. Et pour cela, il faut que nous-mêmes, en tant que jeunes, nous soyons crédibles. Il ne faut pas se présenter avec des projets qui ont l'air de chimères. Voilà. Alors, il faut dire qu'entre l'idée, Oui. d'accord, et à la mise en projet, Oui. il y a un pas. Oui. Et dans d'autres pays, il y a des structures justement qui accompagnent le jeune qui a l'idée à venir au stade de projet. Oui. Mais aujourd'hui, au Bénin, on a tous peur. Il ne faudrait pas qu'on me vole mon idée. Est-ce que vous pensez que ce n'aurait pas été bien qu'on ait peut-être un aspect du code qui prend en compte cette forme-là d'idée quand même? Alors, la protection de l'idée relève du droit d'auteur. Si. D'accord? Et tout c'est dans le numérique. Voilà. Est-ce qu'on a véritablement cette spécificité-là? Alors, je ne voudrais pas m'avancer parce que j'ai un petit trou d'esprit. Je ne sais pas si le code a prévu une disposition par rapport à cela. Peut-être une autre fois, je vous répondrai par rapport à ça. Mais déjà, il faut savoir qu'une idée, ça se protège. Et même si nous ne le savons pas, le Bubedra est là pour la protection de nos idées, pour les droits d'auteur. Si nous ne voulons pas aller au Bubedra, nous avons une instance ouest-africaine au niveau de laquelle nous pouvons aller protéger nos idées. Nos idées d'entreprise peuvent être protégées. D'accord? Donc, c'est important pour un chef d'entreprise de savoir que ça existe. Exactement. Et qu'il faut le faire. Exactement. Alors, voilà. Madame Alapini Muriel, on n'a pas eu le temps de faire le tour. Je suppose qu'on vous aura une autre fois pour pouvoir toujours approfondir. Le code, il est tellement riche. Oui. On ne finit pas d'en parler, on ne finit pas de le découvrir. C'est vrai que c'est 248 pages, mesdames et messieurs, mais je vous exhorte véritablement à le lire. Vous y gagnerez énormément. Karamata Watao, merci à vous de nous avoir reçus sur votre plateau. Madame Alapini, ça fait à la prochaine. Merci beaucoup. Aniat Bello, merci, bon retour chez vous, Madame Alapini. Merci aussi à vous et comme vous l'avez dit, Aniat, prenons le temps d'aller découvrir le contenu de ce code, aussi bien vous qui êtes entrepreneur que jeune élève, étudiant quelque part, utilisateur tout simplement des nouvelles technologies. C'est très important pour savoir c'est quoi vos droits, là où s'arrêtent vos droits exactement. Voilà. Jeunesse, idée crédible, oser risquer. Voilà ce que je retiens de vous, Madame Alapini, parce que qui ne risque rien n'a rien. Osons sauter dans le vide. Ça pourrait nous donner quelque chose. Alors, autant savoir, c'est fini pour aujourd'hui. On parlait donc des services numériques, crédibilité avec le code. D'une rubrique à une autre, voici la rubrique Expert. Monsieur Aimé Tchefa, vous êtes avec nous ce soir pour nous parler donc de la contribution des fêtes identitaires, un peu comme le Novicha. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui le lundi et la fête de la Pentecôte se poursuit. Même si nous sommes au soir, nous reviendrons donc sur ces grands aspects de ces moments de retrouvailles, de réjouissance entre ethnies du Mono Koufou. Alors, Monsieur Tchefa, bonsoir à vous. Bonsoir. Comment est-ce que vous portez ce soir? Ça va bien, merci. Socio-anthropologue, vous êtes. Alors, dites-nous, pour ce que je sais, c'est devenu un rendez-vous de partage entre ethnies du Mono Koufou et plus qu'un moment de réjouissance, de retrouvailles. En quoi est-ce que ces genres d'événements peuvent-ils vraiment contribuer à l'émancipation des acteurs du milieu et à accroître le développement? Merci. Je voudrais d'abord commencer par dire que la culture, c'est la langue, la religion et les arts. Et quand vous prenez le compartiment des arts, qui est le compartiment le plus vaste, je crois que de temps à autre, il est important que les communautés ayant en partage une même culture se retrouvent, justement pour parler de cette culture, mais également pour la promouvoir aux yeux des autres cultures, aux yeux des autres peuples. C'est ce que le Novicha a fait depuis 1921. Donc, ils sont à la 97e édition. Et il y a des sections Novicha un peu partout dans le monde. La dernière à être créée, c'est la section Novicha de la Russie qui a été créée en avril 2018. Alors, donc, lorsque vous prenez ces frères et sœurs d'une même communauté, qui s'intéressent, pour en parler du Novicha, les communautés Hula et Hueda, qui s'intéressent donc à la langue, aux arts culinaires, aux arts vestimentaires,
aux arts esthétiques, reparler leur langue dans tous les coins et recoins, parce que la jeune génération, certainement, n'en parle plus comme à la source. Ils en ont besoin pour montrer ce qu'ils sont et montrer ce qu'ils sont surtout aux autres qui ne les connaissent pas. Voilà. Est-ce à dire aujourd'hui que cette fête est en train de regresser ou elle connaît, c'est vrai, elle prend d'années bientôt, on va célébrer les 100 ans de Novicha, quelques petites années, mais quand vous dites que cela ne se célèbre pas comme cela se doit aujourd'hui par les jeunes, comme c'était auparavant, est-ce à dire que ça chute en qualité? Non, je ne crois pas que ça chute en qualité. Au contraire, disons, ces rencontres sont faites pour renforcer la qualité. Vous savez, on dit en sociologie, aucune culture n'est dynamique. Votre grand-mère ne s'habillait pas comme ça. Et c'est sûr que vos enfants, vos petits-enfants ne s'habilleront pas comme vous. Étant donné que toutes les cultures sont dynamiques, il y a quand même un fond important qui doit être maintenu. Ce fonds pourrait être maintenu à travers quoi? À travers l'éducation. Et ces créneaux d'éducation, qui sont des créneaux porteurs et qui portent également vers le développement, ont besoin d'être offerts non seulement aux jeunes, mais également ça devient un tremplin pour les anciens de venir renforcer cette culture-là. Je crois que c'est ce que Novicha fait et fait si bien. Et au Bénin, vous n'avez pas que Novicha, vous avez Ouémekoué, vous avez le festival de Dahomey, vous avez le festival des arts et cultures d'Acha, vous avez la Gani. C'est une pluralité de festivités culturelles. Avec quelques teintes de différenciation, mais l'essentiel est que des communautés, des acteurs se retrouvent se retrouvent autour de ce qu'ils ont de cher plus que toute autre chose, c'est-à-dire la langue, la religion et les arts qui constituent leur culture. D'accord. Et justement, quand vous prenez le cas de ce qui se fait au nord, chez les Batonou, justement, quelle est la différence avec Novicha? À la Gani, non seulement elle est culturelle, mais elle est également culturelle et son organisation est très ancienne. Tous les peuples du Baroutem et de l'ère culturelle, c'est-à-dire partout vous avez des Batombous qui par le passé étaient passés. Donc notamment les Batombous eux-mêmes, les Peuls, les Baux, les Gando se retrouvent pour parler essentiellement de culture Batombou. Et ça se passe autour du Sonon-Sero, qui est le souverain Batombou, conformément élu aux réalités de cette ère culturelle. Tous se retrouvent, lui font allégeance et c'est un code de symboles initiatiques face auquel le profane ne comprendrait rien si on ne le lui explique. Puisque vous avez par exemple la Yonkogi qui fait le Kana, c'est-à-dire qui rase les princes, ou ceux qui sont... Et ça, c'est l'aspect culturel de la chose. C'est l'aspect culturel de la chose et c'est très important. Vous avez le Sinambogo Dungwiru, qui est le premier ministre du Sonon-Sero et qui joue un rôle éminemment important. Mais justement, dans la et culture pas quand on Batombo. prend Novicha, est-ce que ce n'est pas une limite que de savoir que d'autres fêtes identitaires prennent d'autres allures plus importantes? Est-ce que Novicha n'est pas une... Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout, c'est pas une limite. Oui. Pas du tout, c'est pas une limite parce que... c'est un choix. C'est un choix. À Novicha, ils ont choisi relayer l'aspect culturel et non l'aspect culturel. Mais l'aspect culturel existe, mais n'est pas relayé à travers les médias. Est-ce qu'on ne gagnerait pas davantage à inclure cet aspect dans cette célébration? C'est inclus, mais ce n'est pas communiqué. Il n'y a pas de communication autour. Mais les anciens se retrouvent. Il y a des libations, il y a des rites culturels, mais ce n'est pas tout à fait communiqué ou exhumé au vu et au su de tout le monde. Ce que vous et moi connaissons comme Novicha, nous allons à Grand Popo. On se retrouve avec des serviettes, voilà. On chante, on danse, on mange du dacouin, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Ceux qui sont effectivement là, ceux qui sont effectivement Oueda, ils ont ce petit cercle restreint dans lequel ils se retrouvent. Bien sûr, il y a des cérémonies autour de la mer. Voilà. Vous et moi n'allons plus assister à cela. Contrairement à la Gani, où cela peut être montré quelque peu, puisqu'on le montre également partout. C'est également une question d'initié, puisque c'est une question également de rite.
Rite de passage, rite de profession, rite initiatique, rite de libation et rite de tout ce que vous voulez pour renforcer cette culture-là, pour renforcer l'unicité et l'union des frères et sœurs. Et puis le nom en dit long, Novicha, c'est-à-dire des frères qui s'unissent. Soudés. Autour de quoi? Autour de leur culture, autour de leur identité, autour des valeurs qui leur sont propres et qu'ils ont plus que quiconque au monde. Monsieur Tchefa, on reviendra justement sur ces détails-là, ces éléments qui nous permettent de juger l'évolution vraiment de cette fête et son implication dans le développement des roulas, c'est ça, hein? On reviendra, et des Rueda, juste après le journal de Estelle Pazou. Mesdames, Messieurs, voici le 1945. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal. Bienvenue à toutes et à tous. 50 jours après Pâques, les chrétiens sont une fois de plus en fête. C'est la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, une fête qui rassemble et qui a bien d'autres significations. Dans la ferveur de la Pentecôte, des milliers de chrétiens catholiques ont partagé la joie de vivre en Christ. C'était à la faveur du Cénacle de Réveil et Victoire 2018. Et puis en Tunisie, Ramadan rime avec cherté des produits agroalimentaires. Tout coûte cher, même la viande et le poisson. Les chrétiens ont célébré hier dimanche la fête de la Pentecôte. Elle est le symbole de la parole donnée par le Christ qui avait promis leur envoyer le Saint-Esprit. C'est également une occasion pour certaines communautés de se retrouver. Outre le caractère religieux, la Pentecôte reste significative pour plusieurs reportages. Fête chrétienne, célébrée 49 jours après Pâques et 10 jours après l'ascension de Jésus-Christ, la Pentecôte commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Pour en savoir davantage, il faut se référer au livre des Actes des apôtres dans les Saintes Écritures. Lorsque vous lisez le livre des Actes, notre Seigneur Jésus, avant de partir, il a demandé à ses disciples de rester ensemble et d'attendre la promesse du Père. Et la promesse du Père, c'est le baptême de l'Esprit Saint. Et donc, lorsque nous recevons le baptême de l'Esprit Saint, nous recevons la capacité de saisir la pensée de Dieu et d'opérer au nom de Dieu dans la cité. La Pentecôte suscite engouement et ferveur dans différents cercles religieux. À côté, l'occasion est saisie par certaines communautés pour leur retrouvailles annuelles. C'est le cas des fils et filles Hula et Hueda qui célèbrent chaque année leur fête identitaire Novicha le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas un fait de hasard. C'est une date de l'Esprit Saint qui vient habiter tout le monde et en même temps qui nous incite aussi à l'amour, à la fraternité, au partage. Le 97e anniversaire de Novicha, célébré le 20 mai 2018, est placé à dessein sous le signe du renforcement des liens de fraternité entre les fils et filles Hula et Hueda du Bénin et de la diaspora. Le grand amour doit pouvoir impacter le plus grand nombre et seulement être un amour de repli sur soi-même, sur ses frères directs. L'ouverture, c'est ce que nous demande Dieu, c'est ce que nous demande le Tout-Puissant, le Créateur du monde. Et si Novicha peut y contribuer, c'est déjà une bonne chose. L'ONG Vision Pentecôte est visiblement dans cette logique. Depuis 18 ans, ce creuset organise la Grande Nuit de Pentecôte, un rendez-vous de louange, d'adoration, de prédication et de célébration qui a pour particularité son ouverture au grand public sans distinction d'appartenance religieuse. La Pentecôte n'est pas l'apanage d'un groupuscule religieux. La Pentecôte n'est pas l'apanage d'une dénomination religieuse. C'est la promesse bénie de Dieu pour tous ceux qui devraient le servir dans la cité. C'est le seul moyen de saisir la pensée de Dieu et d'accomplir son dessein dans cette génération. Nous connaissons les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu en nous. Et donc, nous devons vivre la Pentecôte.
Pour les fidèles chrétiens, la descente de l'Esprit Saint est l'occasion d'authentifier la foi en Christ. Mais la Pentecôte va au-delà d'une fête réservée uniquement aux confessions religieuses. Et déjà 24 heures avant la fête de Pentecôte, des milliers de chrétiens catholiques de la Cité du Cœur Immaculé de Marie à Wadi-Zekele ont partagé la joie de vivre en Christ. À la faveur du Cénacle de Réveil et Victoire 2018, ils ont chanté et prié pour la délivrance des âmes. Des guérisons et des miracles ont été opérés par la puissance de la prière. Patrick Adiaboujou. La prière, c'est la vie pour un chrétien catholique. Sans prière, tu es mort, vivant mais mort. L'onction de Dieu arrive et qui est en train de te restaurer. La prière, une force spirituelle qui nourrit le corps, l'âme et l'esprit du fidèle chrétien catholique. À la veille de la Pentecôte, ces hommes et femmes ont affermi leur foi dans l'Évangile. La seule injonction, l'unique injonction que Jésus-Christ a donnée à ses apôtres en quittant ce monde, nous le lisons dans Marc 15, verset 16. Il a dit, allez partout dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Ces fidèles de la Cité du Cœur Immaculé de Marie ont renouvelé le contact spirituel avec le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre eux ont été délivrés par la puissance de la prière. Quand la parole est annoncée, comme Saint Paul nous le dit, non avec une sagesse et une intelligence humaine, mais avec la sagesse et la puissance de Saint-Esprit, elle porte des fruits. C'est les fruits là, c'est ça qui retient les fidèles ici. C'est la délivrance, c'est les guérisons, c'est les conversions. C'est elle qui nous a créés et nous ne pouvons vivre. Pendant ces moments d'intense prière, d'évangélisation et d'intercession, ces chrétiens catholiques ont lu et médité les Saintes Écritures. Dès que vous avez des comportements d'orgueil, des comportements de suffisance, je veux dire, de haine, de jalousie, de calomnie, de médisance, vous n'avez pas l'onction du Saint-Esprit avec vous. Et Jésus a dit, venez à moi, vous qui peinez sous le poids de vos fardeaux, et moi je vous soulagerai. Le Cénacle de Réveil et de Victoire a porté ses fruits. À travers des témoignages, plusieurs fidèles ont dit merci à Dieu pour les multiples bénédictions dans leur vie. Le Bénin va organiser les tout premiers Masters de pétanque en Afrique. Il s'agit d'un très grand événement sportif qui va réunir à Cotonou les meilleures nations de pétanque dans le monde. La feuille de route relative à l'organisation de cette grande compétition a été remise samedi dernier au président de la Fédération béninoise de pétanque. C'était au siège de la Confédération africaine des sports boules. Wenceslas Aroymont, Herman Rodrigue Amégrand. Jeudi 9 novembre 2017, le Bénin, alors vice-champion du monde de pétanque en titre, est candidat pour la première fois à l'organisation du championnat du monde de pétanque, échouait devant le Canada 9 voix contre 33. Quelques mois plus tard, le Bénin s'apprête à organiser des Masters, le tout premier qui aura lieu en Afrique. Un Master, en fait, c'est une compétition des compétitions, c'est-à-dire qui regroupe les meilleurs joueurs de la pétanque. C'est une sélection de sélection qui mettra ensemble les meilleurs joueurs du monde. Les meilleurs joueurs de pétanque du monde vont donc fouler le sol béninois. Sur le boulodrome, ils vont s'affronter pour dégager un vainqueur. Mais cela passe d'abord par la bonne organisation du tournoi dont l'écho va résonner bien au-delà des frontières béninoises. Il s'agit là d'un défi sérieux que seule une organisation mûrement conçue et menée peut permettre de relever avec succès. Un succès qui fera date et école dans les annales du sport pétanque en Afrique et dans le monde. La pétanque
fait partie des disciplines sportives où le Bénin émerge le mieux. À domicile, sur leurs installations et devant leur public, pas question de faire piètre figure, clament les boulistes et les dirigeants. Une sélection des meilleurs est donc en train d'être effectuée. Le Bénin aura une meilleure équipe, une bonne équipe pour pouvoir être représentatif au sein du Master. Nous sommes vice-champions du monde, nous n'avons pas la prétention de dire nous allons gagner la France, nous allons gagner. Non, c'est par rapport au travail. Nous allons continuer à travailler et on se fera confiance que le Master ne nous échappera pas. Le cahier de charge remis au président de la Fédération béninoise de pétanque, le temps est désormais compté pour Aurélien Vinou et son équipe, même si pour l'heure, la date exacte de la compétition n'est pas encore dévoilée. La Tunisie fait face à une flambée des prix des produits agroalimentaires depuis le début du mois de Ramadan. Tout est cher, y compris la viande et le poisson. Le récit de Christelle Tongodo sur les images de l'AFP. L'inflation est estimée à plus de 7%. Cela a déjà suscité en début d'année la grogne sociale, traduite par des manifestations contre la cherté de la vie et des troubles dans le pays. La hausse des prix touche de plein fouet l'alimentation, soit 8,9% d'augmentation sur un an, selon les derniers chiffres de l'Institut tunisien de statistique. L'inflation constitue le principal sujet de préoccupation des Tunisiens et une source majeure de mécontentement. En ce qui concerne les courses pour les 3 premiers jours du Ramadan, ça coûte cher. J'ai dépensé 60 dinars. Je n'ai même pas acheté de viande ni de poulet, mais seulement des légumes. Je ne pense pas que les pauvres puissent faire des courses. Pour les citoyens moyens, ce n'est pas si cher. Le kilo de viande coûte environ 4 000 francs CFA, alors que le salaire minimum avoisine 80 000 francs CFA. Face à la hausse des prix, les autorités tunisiennes font une série d'annonces qui se veulent toutes rassurantes. Le Ramadan en Tunisie, comme dans les pays musulmans, c'est un mois pour prier et aussi pour consommer. C'est pourquoi on concentre le contrôle sur le mois du Ramadan. Mais après le Ramadan, plusieurs facteurs pointent vers une poursuite de l'inflation, ce qui pourrait affecter la reprise de la croissance dans le pays. Et ce sera tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur BB24, la chaîne du développement. Le développement, c'est notre affaire et qui dit Novicha parle de développement d'abord des localités Rula et Hueda. Voilà, c'est une fête culturelle qui réunit chaque année les filles et les fils de cette localité du pays. Merci beaucoup à vous Estelle Pazou et bonne soirée chez vous. Alors, retour au plateau avec vous, Monsieur Aimé Tchefa. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, voilà, et vous apportez votre appréciation sur Novicha, sa contribution éventuelle au développement. Justement, est-ce qu'on peut avoir des éléments d'appréciation? Qu'est-ce qui a véritablement changé en plus de 90 ans de cette fête, à votre avis? D'abord, je voudrais dire que le développement, ce n'est pas la croissance. C'est un processus inclusif qui intègre la transformation, le respect de la nature et la promotion de l'homme. C'est un processus qui est toujours en fuite. On peut faire de la croissance économique sans faire forcément du développement. Et le développement est également un phénomène socio-économique qui intègre tout ce qui est fait social, dynamique, total, et qui en même temps place l'homme au centre de toutes ces préoccupations-là, à travers les paliers aspects, à savoir économique, social, politique, environnementale, culturelle et technologique. Alors, quand vous prenez par exemple Novicha, des gens viennent d'un peu partout. Le lien par rapport au développement économique n'est plus à faire, parce qu'il y a des artistes qui se produisent, tous les hôtels... Donc l'économie locale déjà, elle prospère. L'économie locale, de ce point de vue, en tout cas, est boostée pour toute cette période-là. Tous les hôtels sont pris d'assaut. Il est quasiment impossible, une semaine avant Novicha, d'avoir une chambre d'hôtel. Vous réservez très tôt. Prendre si tôt. Très tôt.
Alors, toutes ces personnes qui viennent d'un peu partout de la planète, parce qu'il y a des délégations de la Chine, du Brésil, du Japon, d'un peu partout, ils consomment, ils découvrent la culture. Les artisans, les sculpteurs exposent leurs produits et vendent. Les artistes locaux et même internationaux vendent quelque chose. Et là, nous sommes dans le palier économique. En ce qui concerne le palier social, la première composante qui est la santé, est-ce que vous savez par exemple que Novicha offre des biens d'équipement sanitaire? Novicha construit des centres sociaux pour la santé parce que c'est une association très forte qui mobilise des ressources un peu partout chez les Pla et les Huida qui vivent un peu partout sur la planète pour investir aussi bien dans la santé, dans l'agriculture, dans l'économie, dans l'éducation. Vous voyez un peu. Lorsque j'en viens à l'aspect politique, Novicha a également un lien, sans pour autant être politique, sans pour autant être une organisation politisée, parce que c'est une organisation culturelle, mais Novicha a également des liens. Le président de Novicha peut demander à rencontrer le chef de l'État, discute forcément avec le maire de Grand Popo ou le maire de Bopa ou le maire de Huyobe. Forcément, parce qu'il s'agit de leur maire. Ils ont leur point de vue à donner en ce qui concerne tout ce qui se passe comme événement et fait politique de leur localité. En ce qui concerne l'environnement, Novicha fait quelque chose pour le développement de l'environnement. On n'a pas à le présenter, tout le monde sait. Il y a des projets qui sont initiés juste pour sauvegarder ce qui relève de l'environnement à travers le développement durable et même le développement humain. Ensuite, en ce qui concerne le palier culturel, Novicha est essentiellement culturel. Essentiellement. Alors, lorsque je parle... Justement, quand vous parlez de cet aspect-là, c'est sans embâche que Novicha est en train de développer, ou du moins ça a permis à cette localité de s'émanciper. Oui. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, c'est que Novicha a étendu ses tentacules un peu partout et même à l'extérieur. À l'extérieur, partout, sur tous les continents. Sur les 5 continents, vous avez des sections de Novicha. Et au-delà, quand vous prenez par exemple les paradigmes et approches plus ou moins récentes du développement, développement humain, développement durable, développement communautaire, développement humain durable, développement culturel, développement inclusif. C'est beaucoup de paradigmes. Développement intégral, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, environ une quinzaine. Novicha est au carrefour de tous ces paradigmes. Mais ce qui est important pour nous Africains, pour aller au développement, c'est la culture. Le développement culturel et ensuite le développement prospectif ne doivent pas être négligés par l'Africain. Parce que culture et développement sont des phénomènes actifs qui ne peuvent être avantageux que lorsqu'ils sont portés par la conscience et la volonté. Aucun des peuples dits développés dans le monde n'a mis sa culture de côté. Regardez, tous les peuples développés ou dits développés utilisent leur langue, utilisent leurs arts, utilisent leurs écritures. Il n'y a que nous qui pensons que c'est en imitant les autres que nous serons développés, qui justement sommes derrière, parce qu'un singe qui en imite un autre est toujours en retard d'un geste. Que cela ne vous étonne pas, que si je dis que vous et moi sommes des analphabètes de nos langues maternelles, que nous ne pouvons pas écrire, et que c'est un dommage que nous réfléchissons d'abord en anglais, en espagnol, en français. C'est un grand dommage parce que nous sommes limités. Et si les autres s'étaient comportés comme ça, ils ne seraient pas ce qu'ils sont et que nous envions aujourd'hui. Alors, venir à Novicha, que ce soit à Grand Popo, à Kodera, à Bopa ou partout où vous voulez, pour se ressourcer, pour savoir ce que c'est que la culture, voilà, ce que c'est que la culture Huida n'est pas vain en matière de conduite du processus de développement culturel. Le vrai développement ne vient qu'à travers la culture. Il ne peut avoir un développement réel si ce n'est pas du mimétisme. Il ne peut avoir un développement réel sans la culture. Le modèle chinois en est une réalité. Le modèle indien en est une réalité.
Alors, aujourd'hui, un peu partout sur le territoire, on remarque que chaque localité essaie quand même de vendre sa culture à travers la célébration chaque année d'une fête, n'est-ce pas? Au nord, il y en a plein. Dans l'Ouémé, il y en a aussi, on parle de Ouémé et tout. Alors, c'est sans doute un outil de développement et il faut donc pérenniser donc, ces genres d'événements. Alors, quels sont les défis majeurs auxquels, quand vous faites l'ensemble, pas que forcément Novicha, mais vu que ce sont des fêtes qui se retrouvent un peu partout sur le territoire, quels sont les défis majeurs et rapidement, en quelques secondes, à relever pour un meilleur impact? Avant d'aller aux défis, rapidement, voyons rapidement la menace, la politisation et la politisation à outrance. Merci. Le repli sur soi pour que ça devienne de l'ethnicisme ou du sectarisme. Ces menaces doivent être calculées. Merci. De ce point de vue, si on va au défi, tout est défi. Le défi le plus important, c'est le développement culturel. Nous devons aller au développement en nous appuyant sur nos cultures. La culture est le meilleur terreau du développement et le meilleur agent pour le développement. La culture sans ma culture. Merci beaucoup, monsieur Aimé Tchefa. Vous êtes socio-anthropologue et vous êtes venu ce soir nous parler donc de la contribution des fêtes identitaires au développement local cas de Novicha. Merci encore une fois. On reviendra certainement toquer à votre porte pour d'autres opportunités. Je vous invite à regarder encore une fois la météo. Nous allons prendre les nouvelles du temps. Ils ont été 3 à honorer de leur présence ce grand rendez-vous du soir sur BB24. Il s'appelle Josiah Boutrenou, il est de l'ONG Nature Tropicale. Il est venu nous parler donc des 25 ans après la Convention sur la biodiversité biologique. Merci aussi à Amandine Anyambosu, celle qui était là pour la chronique. Nous avons reçu également Muriel Alapini, qui était reçue par Agnat Belot, avec elle nous avons parlé des services numériques, quelle crédibilité avec le code. Et puis tout à l'heure, c'était donc notre ami anthropologue, socio-anthropologue Aimé Tchefa sur la contribution des fêtes identitaires au développement local, cas de Novicha. Au passage, une très bonne suite de célébrations à nos frères et sœurs qui sont Roi et Rueda. Je n'oublie pas ceux-là qui ont célébré Pentecôte. On était tous dans la même ferveur avec vous. Alors, le grand rendez-vous de ce lundi 21 mai 2018, c'est fini ici. Merci à Estelle Pazot pour le journal. À tous et à toutes, une très bonne soirée chez vous. Portez-vous bien. À demain.